Le 5 septembre 2012, une famille anglaise et un cycliste français sont retrouvés morts sur un parking isolé de Haute-Savoie. Ça a réellement été un massacre. Ça a été une tuerie. C'est une scène complètement irréelle, une scène de film. Une petite fille est grièvement blessée, une autre miraculée. On trouve cette petite fille qui semble très apeurée, qui est terrifiée. Parmi les victimes, Saad Alili, un Britannique d'origine irakienne, et Sylvain Mollier, un père de famille savoyard. La première question que l'on s'est posée, c'est qui était la victime principale. L'emploi de Sylvain Mollier a pu nourrir beaucoup de fantasmes. Les enquêteurs s'intéressent parallèlement à la vie de Saad Alili. Ils découvrent qu'il était en conflit avec son frère. Ils en sont venus aux mains pour se partager l'héritage de leur père Kadim. Les relations conflictuelles entre Zaïd et Saad apparaissent comme un mobile évident dans le cadre de cette affaire. Et si ce carnage était en fait l'œuvre d'un déséquilibré? Cela voudrait dire que et Sylvain Mollier et la famille Alili se seraient tous retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. De Chevaline à Londres, de Genève à Bagdad, les gendarmes de la section de recherche de Chambéry explorent toutes les pistes. Nous sommes dans le petit village de Chevaline, tout près du lac d'Annecy, dans le département de la Haute-Savoie. C'est à quelques kilomètres d'ici, en haut de la route forestière de la Combe d'Yre, que s'est déroulée l'une des affaires criminelles les plus violentes et les plus intrigantes de ces dernières années. Le 5 septembre 2012, un cycliste français et une famille anglaise ont été froidement abattus par un tueur déterminé, rapide, habile et semble-t-il très expérimenté. L'enquête confiée à la section de recherche de Chambéry est particulièrement complexe. Les investigations ont révélé plusieurs pistes crédibles, mais pour l'instant, la vérité n'a pas encore éclaté. Retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. Mercredi 5 septembre 2012. En cette fin d'été, la région d'Annecy est encore très fréquentée par les touristes. Ce jour-là, en début d'après-midi, William Brett Martin, un retraité britannique de la Royal Air Force, décide d'aller faire un tour de vélo. Il part de La Tuile, un village au sud du lac d'Annecy où il possède une résidence secondaire, et prend rapidement la route de Chevaline. Le journaliste Stéphane Boucher a retracé pour le Dauphiné libéré l'itinéraire de ce cycliste. Brett Martin est à VTT, a priori il roule plutôt tranquillement. Sur la route, il est d'ailleurs doublé par un autre cycliste, lui avec un vélo plutôt de type course et qui roule beaucoup plus vite que lui et qui le laisse en arrière dans la montée. William Brett Martin poursuit son effort pendant 3 km sur la petite route de la Combe d'Yre. Il est alors dépassé par une voiture break, immatriculée en Grande-Bretagne. Richard Vivian est journaliste à France Bleu. Il raconte l'atroce découverte que ce cycliste va faire en approchant du parking du Martinet, qui est au sommet de la montée. Il voit, allongé par terre, le cycliste qu'il avait doublé quelques minutes auparavant. Il a d'abord l'impression, le sentiment que ce cycliste se repose. En s'approchant, William Brett Martin réalise que le cycliste est totalement inanimé. Et surtout, ce qui l'intrigue, c'est qu'il voit une fillette, une jeune fille qui titube. Il a le sentiment d'abord qu'elle s'amuse, et puis non, finalement, il se rend compte qu'elle est blessée. La petite fille, couverte de sang, s'effondre. Il est près de 15h45. À quelques mètres, la voiture break qu'il a doublée un peu plus tôt est embourbée dans un talus. Son moteur tourne encore. Le cycliste britannique pense d'abord à un accident. Il s'approche du véhicule et remarque horrifié que les vitres sont criblées de balles. Il brise alors celle du conducteur pour couper le contact. L'homme qui est au volant, en tout cas sur le siège du conducteur, est mort. Il y a du sang partout. Il y a 2 personnes à l'arrière, 2 femmes, a priori mortes également. William Brett Martin comprend qu'il ne s'agit pas là d'un accident, mais d'une scène de crime. Le cycliste anglais tente alors d'appeler les secours. En vain, car dans cet endroit isolé, son téléphone portable ne fonctionne pas. Alors finalement, il va mettre la petite fille en position latérale de sécurité pour au moins assurer ses chances de survie. Puis il décide de redescendre vers le village pour essayer de trouver quelqu'un pour pouvoir appeler les secours. À 200 mètres en contrebas du parking, William Brett Martin croise une voiture occupée par un randonneur.
qui partait en promenade avec 2 amis. Ce témoin tient à s'exprimer anonymement. Nous lui avons demandé ce qui se passait et il nous a fait comprendre avec un français, mauvais français, qu'il ne fallait pas aller plus haut, qu'il y avait eu un drame. Le randonneur téléphone immédiatement aux pompiers. Il est 15h48. Puis il rejoint le parking avec le cycliste britannique pour tenter de secourir la fillette. Mais il découvre à son tour l'ampleur du drame. Je lève les yeux et je vois le conducteur avec au moins 1, voire 2 impacts dans la tête. Derrière, j'aperçois 2 personnes dans la voiture qui sont, pareil, mortes. C'est une scène complètement irréelle, une scène de film. Comme devant une télé, en fait, sauf qu'on n'a pas la télécommande pour arrêter le programme. En attendant les secours, le randonneur et le cycliste apeuré s'abritent près d'un bosquet. La petite fille est allongée, on est à 1 mètre d'elle, on a beau taper dans nos mains, on a beau l'appeler, elle ne bouge plus. Elle ne donne pas signe de vie. Moi j'ai l'impression que si j'avance encore 1 mètre pour aller en direction de la petite fille, je me mets un petit peu à découvert et le tueur, et pour moi le tueur est encore là, hein, parce que voilà, on sait que ça vient de se faire. Donc au bout de 6-7 minutes là-bas, je me retourne vers le cycliste britannique et je lui fais comprendre qu'il vaut mieux partir. À 16h03, les secours arrivent. Les gendarmes et les pompiers constatent les décès par balle du cycliste et des 3 occupants du véhicule. La petite fille, elle, est grièvement blessée à la tête et a reçu une balle à l'épaule gauche. Elle est conduite de toute urgence vers l'hôpital de Grenoble. La section de recherche de Chambéry, commandée par le lieutenant-colonel Benoît Wiedemann, est alors saisie de ce quadruple meurtre. C'est la première fois que cet enquêteur s'exprime sur l'ensemble de l'affaire. Je suis à mon tour avisé et apprends avec stupéfaction ce drame, surtout dans le lieu-dit de la Combe-d'Ire, qui est en l'occurrence un parking qui est un départ de randonnée, qui est considéré comme un lieu familial et absolument tranquille. La scène de crime est gelée par les techniciens en identification criminelle locaux. Pendant ce temps, les premiers gendarmes arrivés sur les lieux débutent leurs investigations. Avec une priorité, retrouver le ou les tueurs. Il va y avoir la mise en place de barrages, une espèce de chasse à l'homme dans les bois, mais aussi dans les airs, puisqu'un hélicoptère de gendarmerie est dépêché sur les lieux, pour essayer de retrouver un véhicule, un homme, un suspect, qui pourrait se trouver dans les environs de la scène de crime. La nouvelle de la tuerie se répand vite dans la vallée. Claude Antoine habite la dernière maison d'Arnans, le hameau situé au pied de la route de la Combe-d'Ire. Il se souvient de la psychose qui a envahi le village. La façon dont les choses se sont présentées, c'est qu'on voyait plus un crime de rôdeur, et donc peut-être qu'il y avait quelqu'un qui courait encore dans la forêt, ce qui fait qu'on a bien fermé les volets à clé, de peur qu'il y ait un rôdeur qui court dans la nuit, quoi. À la tombée de la nuit, les recherches des gendarmes restent vaines. Ils ne retrouvent aucune trace du ou des tueurs. Les meurtres ont eu lieu sur le parking du Martinet, qui dépend de la petite commune de Doussard. Pourtant, la tuerie sera dorénavant appelée dans tous les médias la tuerie de Chevaline. Devant le caractère exceptionnel des faits, les enquêteurs ont décidé de faire venir sur la scène de crime des experts de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, situé à Rosny-sous-Bois, en région parisienne. Il est 22h. Les techniciens de l'IRCGN arrivent sur le parking du Martinet. Philippe Esperanza, expert en criminalistique, sait que l'exploitation de cette scène de crime sera particulièrement longue et complexe. On a déjà donc un multiple homicide. Donc à qui vont être les traces qu'on va trouver? Est-ce qu'elles sont de telle victime ou de telle autre, voire des agresseurs ou de l'agresseur? Ensuite, on est sur un lieu de passage. Donc il y a la vie naturelle du lieu. Si c'est un lieu où les gens viennent se garer pour aller à la chasse, pour aller randonner, on va avoir les empreintes des pneus de leur voiture, on va avoir leurs empreintes de chaussures. Et lorsque nous arrivons, à qui sont ces empreintes? Est-ce qu'elles sont celles d'un randonneur ou est-ce qu'elles sont liées aux faits? Les experts s'intéressent d'abord à la disposition des corps sur la scène de crime, ce qui pourrait donner des indications sur le déroulement de la tuerie.
La petite fille, qui a été conduite à l'hôpital, a été découverte par le cycliste anglais sur la route, à l'entrée du parking. En bas du parking, à gauche, la voiture break est embourbée dans un talus, le capot avant, tourné vers la route de la Combe-d'Ir. Le corps du cycliste se trouve à 1 mètre devant le véhicule, légèrement sur la gauche. Et on constate assez rapidement qu'il présente plusieurs impacts de balles, dont un impact de balle sur la face. En s'approchant de la voiture, les enquêteurs constatent que la carrosserie ne comporte aucun impact de balle. À travers les vitres fissurées par les projectiles, les experts découvrent les positions des corps. Le conducteur est assis au volant. Son pied est encore sur l'accélérateur. Il a reçu 2 balles dans la tête. Sur la banquette arrière, il y a 2 femmes d'âge différents. Elles sont côte à côte, couchées l'une sur l'autre. Elles ont toutes les 2 reçu 2 balles dans la tête. Sur le parking, les experts relèvent des traces très nettes de pneus laissées par le break. Ils en déduisent que le conducteur a tenté de s'enfuir précipitamment. À la recherche du moindre indice matériel, les gendarmes commencent alors à exploiter la scène de crime. Les enquêteurs vont absolument tout relever. Il peut s'agir de bâtons de sucette, de lingettes, de mégots, voire même d'infimes débris qui sont parfois de l'ordre du millimètre. Les gendarmes notent la présence de petits débris d'un matériau composite. Ils les prélèvent sans savoir précisément de quoi il s'agit. Ils découvrent aussi d'autres éléments très importants. Le journaliste Jean-Marc Ducos suit l'affaire pour Le Parisien depuis ses débuts. Très vite, les techniciens de la gendarmerie vont prélever des douilles sur la scène de crime, 21 douilles d'un calibre de 7,65, ce qui effectivement est la marque d'une arme de poing. Sur l'étui, vous allez avoir déjà le type de projectile qui a été utilisé, et on peut remonter aussi sur l'arme qui a pu être employée pour tirer ce projectile. L'emplacement des étuis permet aux enquêteurs d'établir un premier scénario du crime. Ces 21 étuis sont retrouvés tout au long de la scène de crime, ce qui nous permet déjà d'avoir le cheminement du ou des tueurs sur la scène de crime, du haut de la scène de crime jusqu'au bas de la scène de crime. Nous sommes, Jean-Marc, sur le parking du Martinet où a eu lieu la tuerie. Quand les gendarmes de la section de recherche de Chambéry sont saisis de l'affaire, ils sont doublement surpris. Tout d'abord, bien évidemment, par le nombre de victimes, mais aussi par l'endroit où se sont déroulés les meurtres. Oui, c'est vrai. Le contraste est saisissant entre le calme de cet endroit et la violence des faits. Quand les gendarmes sont arrivés ici, ils ont découvert une scène de crime particulièrement sanglante. Un quadruple homicide, Arnaud, un quadruple homicide, c'est rare, c'est rarissime dans la carrière d'un enquêteur. Et puis à côté des 4 cadavres, il y avait également une petite fille grièvement blessée. Même pour un enquêteur chevronné, c'est très difficile à vivre. Le nombre de victimes froidement exécutées sur ce lieu de départ de randonnée est extrêmement troublant. Grâce au témoignage de William Brett Martin et du randonneur que nous avons interrogé, les enquêteurs savent que la tuerie s'est déroulée un peu avant 15h45, c'est-à-dire en plein après-midi. Ça aussi, c'est surprenant. Ouais, c'est très surprenant. Le ou les tueurs ont agi en plein jour sur ce parking qui est un lieu de passage, donc en prenant le risque d'être vu. Il faut être particulièrement sûr de soi, ou alors particulièrement inconscient ou insensé pour agir ici dans de telles circonstances. Les enquêteurs ont interrogé les gardes forestiers et les gendarmes locaux pour savoir si ce lieu, malgré sa fréquentation touristique, ne pouvait pas abriter des activités illicites qui auraient pu, pourquoi pas, mettre les victimes en danger. Oui, ils se sont demandé si les victimes n'avaient pas été les simples témoins d'un trafic quelconque, trafic de stupes, trafic d'armes, que sais-je. Mais cette éventualité a très vite été écartée parce que personne n'a jamais observé d'activité illégale sur ce parking. Et puis, d'autre part, on imagine mal un trafic quelconque avoir lieu ici en plein jour. 21 douilles de calibre 7,65 ont été retrouvées sur cette scène de crime. Qu'est-ce qu'on peut déduire de l'utilisation de ce calibre ? Ouais, ça c'est pas banal. Le calibre 7,65, ça se trouve très rarement sur une scène de crime. C'est pas un calibre adapté à ce type d'opération. Un tueur chevronné, va choisir soit du gros calibre, 38 spécial, 357 Magnum, 9 mm ou 11,43, parce qu'avec ce type de munitions, la victime n'a quasiment aucune chance d'en réchapper. Et puis en plus, certaines de ces armes, notamment en calibre 9 mm, peuvent posséder des chargeurs de grande capacité, jusqu'à 15 coups, soit
ils optent pour du petit calibre, du 22 long rifle, parce que le 22 long rifle, c'est extrêmement répandu, et puis en plus, c'est très discret, ça fait très peu de bruit. Parallèlement aux investigations menées sur la scène de crime, les gendarmes vont chercher à identifier les victimes. Et grâce au téléphone portable retrouvé dans la poche du cycliste, ils découvrent vite que cet homme s'appelle Sylvain Mollier, qu'il s'agit d'un Savoyard qui habite à Ugine, à quelques kilomètres du parking du Martinet. Les enquêteurs doivent maintenant identifier les occupants de la voiture. Le break est immatriculé en Grande-Bretagne. Les enquêteurs obtiennent rapidement le nom de son propriétaire. Il s'agit de Saad Alili, un Britannique d'origine irakienne âgé de 50 ans. Un témoignage spontané vient alors aider les gendarmes. Dans la soirée, nous avons un ressortissant britannique qui se rend à la brigade de gendarmerie de Saint-Joriot et qui nous dit s'inquiéter du fait que ses voisins de camping ne sont pas rentrés. Il a entendu à la radio le drame qui s'était passé dans la région et lui, à son niveau, fait un lien entre ce drame et ses voisins. Le gérant du camping de Saint-Joriot, situé à une douzaine de kilomètres de Chevaline, confirme que Saad Alili séjournait dans son établissement. Il ajoute qu'il était accompagné de son épouse, de sa belle-mère et de ses 2 petites filles. Mais seule l'une d'elles a été retrouvée sur la scène de crime. Nous apprenons avec stupéfaction qu'il nous manque une victime. Alors très vite, on imagine tous les scénarios. Très rapidement, on va même jusqu'à imaginer un kidnapping d'enfants. Les gendarmes se lancent alors à la recherche de l'enfant. Ils fouillent les bois autour du parking. Un hélicoptère est appelé en renfort pour survoler à nouveau la zone de Chevaline avec une caméra thermique permettant de repérer un corps dans la nuit. Et à minuit, les enquêteurs décident d'ouvrir la voiture qu'ils n'avaient pas encore explorée pour préserver la scène de crime. À ce moment-là, ils fouillent le véhicule en essayant de détruire le moins d'indices possible et trouvent sous les jupes de la mère, en partie sous le siège conducteur, une enfant qui est immobile, prostrée, quasiment dans une forme de catatonie. Et là, c'est une femme gendarme qui va récupérer la petite fille. Et on nous l'a raconté. Il y a eu un moment de joie, même si c'est difficile dans des circonstances pareilles, mais un moment d'émotion, en tout cas, quand l'ensemble des secouristes, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient gendarmes, présents sur cette scène de crime, ont vu cette petite fille dans les bras de cette femme gendarme. Après avoir, pendant un temps, rassuré la petite fille sur nos intentions, puisqu'elle ne savait plus qui étaient les amis et les ennemis, on voit le visage de cet enfant s'illuminer comme si elle sentait qu'elle n'était plus en danger. La petite fille a 4 ans. Elle s'appelle Zina. Après avoir passé plus de 8 heures dans la voiture, près des cadavres de son père, de sa mère et de sa grand-mère, elle est physiquement indemne, mais extrêmement choquée. Hélène Romano est psychothérapeute, spécialisée dans le traumatisme des enfants. Elle explique pourquoi la petite fille ne s'est pas manifestée quand les secours sont arrivés. Elle était dans un tel état de terreur qu'elle était incapable de sortir seule. Tellement elle avait peur que si elle se mettait à sortir, les méchants reviennent. Donc elle se protège. Ce qui fait que cet enfant a été extrêmement impacté, touché, blessé psychiquement par toutes les traces sensorielles que sont les bruits, les odeurs, d'un contexte où elle se retrouve auprès du corps de sa grand-mère, de sa mère et de son père. À Chevaline, la découverte de la petite Zina, au beau milieu de la nuit, est un rebondissement inattendu. Réellement, on n'en revient pas. La seule chose qu'on a envie, c'est de le dire, c'est de l'écrire, c'est de le dire au monde. Il y a au moins une bonne nouvelle dans cette affaire, il y a une petite fille qui est vivante. Cette petite fille n'a absolument pas conscience que son père, sa mère et sa grand-mère sont morts. Elle a juste 4 ans, donc la conscience de la mort n'est pas du tout celle que l'on a nous, adultes. Raison pour laquelle elle appelle sa mère en sortant « je veux voir maman ». Je veux retourner voir maman. Pourtant, elle a été auprès du corps de sa mère pendant des heures. L'enfant est immédiatement transporté à l'hôpital d'Albertville. À Grenoble, sa grande sœur, l'autre rescapée de ce massacre, a été plongée dans un coma artificiel pour éviter qu'elle ne souffre. Les 8 heures qui se sont écoulées entre l'arrivée des premiers intervenants sur la scène de crime et la découverte de la petite Zina ont suscité un début de polémique. On a reproché aux gendarmes de ne pas avoir
fouiller plutôt l'intérieur du véhicule. À partir du moment où les premiers secours ont constaté le décès des 3 occupants visibles dans l'habitacle de la voiture, à partir du moment où il n'y avait aucune urgence à libérer les lieux pour des raisons de météo, pour des raisons de circulation, pour des raisons diverses de troubles à l'ordre public, les gendarmes ont logiquement appliqué leur protocole de gestion de scène de crime. Arnaud, il est normal que les portières de la voiture n'aient pas été ouvertes plus tôt, de peur que les vitres déjà fissurées par les impacts de balles ne se brisent totalement, ce qui aurait empêché les balisticiens de reconstituer la trajectoire de tir. Je rappelle également qu'au début de leurs investigations, les enquêteurs ne connaissaient pas encore la composition exacte de la famille. Ce n'est qu'à 23 heures qu'ils ont eu cette information et qu'ils se sont lancés à la recherche de la petite fille. Oui, je le répète, les gendarmes ont bien fait leur boulot. Il faut être cohérent quand même. On ne peut pas d'un côté demander toujours plus de résultats à la police technique et scientifique et d'un autre côté critiquer les méthodes rigoureuses voire drastiques mises en place par les services d'enquête pour protéger et exploiter les scènes de crime. Alors les enquêteurs connaissent désormais l'identité de toutes les victimes. Il y a d'une part les membres d'une famille de touristes anglais et d'autre part un Français vivant dans la région. Si cette affaire est exceptionnelle, c'est aussi parce qu'elle réunit des victimes qui n'ont aucun lien apparent entre elles. Les gendarmes vont donc devoir déterminer si les victimes se connaissaient ou si leur rencontre est le fruit du hasard. Oui, et ils vont surtout devoir répondre à cette question essentielle. Qui était visé ? Est-ce que c'était le cycliste ? Est-ce que c'était la famille anglaise ? Est-ce que c'était un des membres de cette famille ? Ou est-ce que ce sont toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là sur le parking ? Dans cette affaire, plusieurs enquêtes vont donc devoir être menées en parallèle. Évidemment, on imagine que l'enquête consacrée au meurtre de Sylvain Mollier sera a priori plus simple à mener car c'est une victime française, mais qu'il sera en revanche plus compliqué pour les gendarmes d'investiguer sur la famille anglaise. Concrètement, comment est-ce que cela se passe quand des ressortissants étrangers sont tués sur le territoire français ? Ces meurtres ont lieu en France. C'est donc à la justice et à la police française de mener des investigations. La nationalité des victimes ne change rien à ce principe. En revanche, cela implique forcément qu'une coopération policière s'instaure entre les gendarmes français et les enquêteurs britanniques. D'ailleurs, cette coopération a commencé dès le début de l'enquête pour identifier le propriétaire du break immatriculé en Angleterre. Il faut savoir que les enquêteurs français ne peuvent mener aucune investigation en Angleterre, même pas une simple audition. Ils doivent demander à leurs collègues anglais de procéder aux actes d'enquête qu'ils jugent nécessaires. Mais cela ne peut être fait qu'en respectant un formalisme rigoureux, ce qui va bien sûr ralentir et compliquer les investigations. Alors les gendarmes vont en priorité demander à leurs collègues anglais des renseignements sur la famille Al-Lili. Il y a urgence à comprendre qui étaient les victimes et quelle était leur vie. C'est à Claygate, village cossu de la périphérie londonienne, que vivait la famille Al-Lili. Saad et sa femme Iqbal résidaient avec leurs 2 filles, Zainab et Zina, dans cette maison, au 26 Oaken Lane. Jack Saltman était leur voisin. Il se souvient d'une famille discrète et heureuse. C'était une famille tranquille, très unie, une famille très heureuse. Saad adorait câliner ses enfants. C'était un père aimant. Par exemple, quand il rentrait chez lui, ses 2 filles couraient se jeter dans ses bras. Il les couvrait de baisers. James Matthews était un ami de Saad Al-Lili. Il a été très choqué en apprenant son meurtre. Je ne pouvais pas imaginer une seule raison qui aurait pu amener quelqu'un à vouloir le tuer. J'ai d'abord pensé à un grave accident, mais vraiment je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un aurait voulu tuer un homme aussi gentil que lui. Saad Al-Lili est né à Bagdad, en Irak, en 1962. En 1971, son père, un homme d'affaires prospère, décide de fuir le régime politique du pays pour s'installer en Angleterre avec sa femme et ses 2 fils. La famille emménage alors dans le quartier londonien de Pimlico. Saad, qui a 9 ans, suit une scolarité tout à fait normale et s'intègre parfaitement. Amandine Alexandre, journaliste à Londres, a retracé son parcours. Saad donc est devenu ingénieur. Il a rencontré sa femme Iqbal lors de vacances à Dubaï. Il s'est marié sur le tard. Il a eu 2 petites filles qui avaient donc 7 ans et 4 ans à l'époque des faits. Saad Al-Lili est consultant indépendant dans l'aérospatiale. Il consacre tout son temps à sa famille et au bricolage.
Il faisait tout lui-même. S'il y avait un problème dans la maison, il s'en occupait. Si vous aviez besoin de réparer quelque chose, il le faisait. Il réutilisait tout, n'achetait jamais rien de neuf. C'était vraiment le bricoleur de génie. Son épouse ne travaille pas, mais elle envisageait de reprendre son activité de dentiste. À première vue, la famille Lily, qui était partie en vacances en France avec la grand-mère maternelle des petites filles, menait donc une existence paisible. Pourquoi ces 3 adultes et ces 2 enfants auraient-ils été la cible d'un assassinat? Était-ce bien eux qui étaient visés? La première question que l'on s'est posée, bien sûr, c'est qui était la victime principale. Forcément, toutes les hypothèses ont été envisagées. Les gendarmes ont donc enquêté sur l'autre victime, le cycliste français Sylvain Mollier. Cet homme de 45 ans était originaire d'Ugine, une ville de Savoie située à 20 km de Chevaline. Grand sportif, ce père de 3 enfants était en congé paternité. Il avait décidé de s'occuper de son fils, né d'une seconde union, 2 mois avant son meurtre. Sylvain Mollier était présenté comme un homme relativement conciliant, qui portait haut et fort ce qu'il avait à dire, mais un homme sans aucun problème. Avant de s'occuper de son bébé, Sylvain Mollier travaillait comme ouvrier fondeur dans cette usine, une filiale d'Areva spécialisée dans la fabrication de combustibles nucléaires. Son activité professionnelle, exercée dans un secteur sensible, aurait-elle pu être la cause de son meurtre? L'emploi de Sylvain Mollier a pu nourrir beaucoup de fantasmes. Mais il faut savoir que Sylvain Mollier est un ouvrier, un chaudronnier, et qui ne détient aucun secret sur le nucléaire. Soyons bien clairs là-dessus. En septembre 2013, Éric Maillot, le procureur de la République d'Annecy, a évoqué lors d'une conférence de presse l'enquête sur la vie de Sylvain Mollier. Tout a été fait. On a entendu, me semble-t-il. On a entendu sa famille, sa belle famille. On a poussé l'enquête aussi loin qu'il était humainement possible de le faire. Je sais que certains se disent qu'il pouvait y avoir des conflits au sein de sa famille. Si tous les conflits devaient se traduire par des meurtres, il n'y aurait plus grand monde sur cette planète. Rien, actuellement, ne peut déterminer que Sylvain Mollier pouvait être une cible principale. Les enquêteurs ont cherché s'il existait un lien entre le cycliste savoyard et la famille Alili, mais ils n'ont rien trouvé. Pour les gendarmes, Sylvain Mollier, dont la famille ne s'est jamais exprimée publiquement, serait une victime collatérale, c'est-à-dire un témoin qui passait au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était la première fois qu'il venait faire du vélo sur la route de la Combe d'Yre. Envisageant que l'auteur de la tuerie avait alors peut-être comme cible la famille Alili, les enquêteurs vont s'appliquer à retracer les dernières journées des touristes anglais. Au camping du Solitaire du Lac, à Saint-Joriot, les gendarmes apprennent que la famille Alili était arrivée dans cet établissement 2 jours avant les faits. C'est un séjour de vacances. Le propriétaire du camping explique qu'il n'a pas trouvé la famille stressée, elle n'avait pas l'impression de se cacher, elle n'avait pas peur de quelque chose. Ils sont en vacances dans cette région qu'ils connaissent. Pourtant, un campeur raconte aux enquêteurs que la veille des meurtres, le 4 septembre, il a remarqué Saad Ali discutant avec un homme de façon assez vive. Cette personne, habillée en tenue de ville, semblait ne pas ressembler pour le témoin à un touriste, semblait assez insistant dans son dialogue qu'il avait avec Saad. Cet homme a une conversation visiblement animée avec Saad Alili, alors pas véhémente selon les témoignages des autres campeurs, mais quand même une conversation assez longue et assez animée. Les gendarmes sont certains que cet homme ne résidait pas au camping. Comment il sait que la famille Alili est là? Qui est cet homme, effectivement, au costard de ville? C'est étrange. Ce mystérieux visiteur n'a toujours pas été identifié par les enquêteurs. Le lendemain de cette étrange visite, le mercredi 5 septembre, la famille poursuit son séjour normalement. Souhaitant partir en excursion, Saad Alili et son épouse se renseignent auprès des autres campeurs.
Mais ils semblent hésiter sur leur destination. Cette journée semble être une journée consacrée aux enfants. Il était même prévu, encore à midi, d'aller à Walibi, donc dans le département de l'Isère. Et cette décision tardive a été avortée puisque certaines personnes du secteur leur ont dit que c'était un petit peu trop tard. La famille Alili renonce alors au parc d'attractions. D'après certains témoignages, le choix aurait été laissé aux fillettes de choisir entre faire du shopping ou faire une promenade dans la région. Le choix de la promenade avait été retenu. En début d'après-midi, Saad Alili, son épouse, sa belle-mère et ses 2 filles prennent la route en direction du sud du lac d'Annecy. La famille Alili, quand elle part du camping, elle part pour musarder. Voilà. Ils n'ont pas de but précis. On leur a dit que Chevaline était un joli village, qu'il y avait de très beaux chalets. Sur la route de Chevaline, la famille s'arrête d'abord au hameau d'Arnan. Les habitants voient les Alili prendre des photos. Les gendarmes ont retrouvé ces photos sur l'appareil de la famille, saisi dans la voiture. Sur leur visage n'apparaît absolument aucune inquiétude, plus de l'apaisement. C'est une promenade familiale où tout le monde se prend successivement en photo. Grâce à l'appareil photo, les enquêteurs ont établi avec certitude que la famille était à Arnan entre 15h12 et 15h17. Quelques minutes plus tard, des témoins voient passer leur break à Chevaline, devant ce chalet. 2 maçons qui rénovaient un chalet sur la sortie de Chevaline voient effectivement le couple Alili passer avec leur voiture. Ils font même un signe de la main. Et les maçons ne voient pas d'autres véhicules les suivre. Il est alors 15h25. La famille s'engage sur la route de la Combe-d'Ire, qui mène au parking du Martinet. 20 minutes plus tard, William Brett Martin découvrira la scène de crime. Que s'est-il passé entre 15h25 et 15h45 ? Y avait-il déjà d'autres personnes sur le parking quand la famille Alili est arrivée en haut de la route de la Combe-d'Ire ? À quel moment le ou les tueurs ont-ils surgi ? Sylvain Mollier est-il arrivé avant ou après les meurtres des Anglais ? Les gendarmes ne cessent de se poser toutes ces questions. Ils espèrent beaucoup que les petites filles pourront répondre à certaines de leurs interrogations. Zina et Zainab sont les seuls témoins de la tuerie. Leurs souvenirs pourront peut-être livrer aux enquêteurs des éléments essentiels. À l'hôpital pour enfants de Grenoble, Zainab, l'aînée des 2 filles, reprend connaissance 4 jours après les faits. Elle est encore très fatiguée. Les enquêteurs patientent donc 3 jours avant d'aller l'interroger. Un membre du consulat britannique assiste à son audition. La fillette a été entendue dans des conditions qui n'étaient pas forcément satisfaisantes et pour elle et pour nous, puisque nous l'avons entendue sur son lit d'hôpital et que c'était visiblement assez douloureux pour elle. La fillette, qui souffre de multiples fractures au crâne, est-elle en mesure de se rappeler de ce qu'elle a vu ? Son témoignage sera-t-il assez précis pour les enquêteurs ? Il peut y avoir des problèmes neurobiologiques qui puissent expliquer qu'elle a eu des problèmes de mémoire, de précision par rapport aux faits. Mais ce que l'on sait ici aussi, c'est qu'en dehors de tout traumatisme crânien, vous avez ce qu'on appelle la mémoire traumatique, c'est-à-dire que face à la mort imminente, face à un stress extrême, la mémoire ne fonctionne plus de façon tout à fait habituelle. Les gendarmes vont donc considérer ce témoignage avec beaucoup de prudence, car il peut être confus. Mais tout de même, Zainab va livrer un élément important. Nous avons réussi à avoir quelques bribes qui nous permettent de conforter ce que l'on pense déjà par rapport à la balistique, à savoir qu'il n'y aurait eu sur la scène de crime, a priori, qu'un auteur. La petite fille dit en effet n'avoir vu qu'un seul méchant, selon ses propres mots. Les enquêteurs entendent aussi la petite Zina, qui est restée cachée sous la jupe de sa mère durant la fusillade. Elle n'a rien vu, mais elle raconte que son père et sa sœur sont sortis volontairement de la voiture en arrivant sur le parking du Martinet. Elle ajoute avoir entendu son père crier à sa sœur de remonter dans le véhicule, juste avant d'entendre ce qu'elle va décrire comme une série d'explosions. À partir de ces témoignages, mais également grâce au rapport d'autopsie et aux expertises balistiques, les enquêteurs ont tenté de reconstituer le scénario de la tuerie. Un scénario qui aujourd'hui encore reste l'objet de discussions et d'interprétations contradictoires.
Les gendarmes savent que la voiture de la famille Alili est arrivée en haut de la route de la Combe d'Ir, vers 15h30. La famille Alili est arrivée sur un parking qui était un parking vide. Saad Alili se gare sur le haut du parking. Il sort de sa voiture avec sa fille aînée. La mère, la grand-mère et la plus jeune des deux fillettes restent assises à l'arrière. Peu de temps après, le cycliste Sylvain Mollier arrive sur les lieux et descend de son vélo. Et c'est probablement à ce moment-là que le tueur a fait irruption. Le père crie alors à sa fille de remonter dans la voiture et se dirige vers le véhicule. Les coups de feu commencent à éclater. Les tirs sont les explosions entendues par la petite Zina qui doit se cacher au pied de sa mère à ce moment-là. C'est sans doute à cet instant que Zainab reçoit une balle dans l'épaule. Le père remonte dans le véhicule. La fille n'a pas le temps de remonter. Ce qui est relativement étonnant pour un père de laisser sa fille hors de la voiture. Sylvain Mollier se retrouve au milieu de la scène de crime. Le cycliste a été touché par des impacts de balles. Le cycliste s'effondre. Dans le même temps, pour tenter de fuir, Saad Alili effectue une marche arrière désespérée. La voiture recule à vive allure, écrase Sylvain Mollier et le traîne sur plusieurs mètres. L'autopsie a révélé qu'il avait la cage thoracique enfoncée à cause du passage du véhicule sur son corps. Ensuite, le break termine son demi-tour en heurtant le talus. Le talus étant percuté, la voiture a commencé à patiner, les pneus arrière ont commencé à patiner. Le tireur s'approche alors de la voiture et de ses 3 occupants. Le tueur leur a tiré plusieurs balles chacun dans le corps et 2 dans la tête. Les enquêteurs pensent qu'ensuite le tueur a achevé Sylvain Mollier d'une balle dans la tête, puis a frappé violemment Zainab sur le crâne avant de prendre la fuite. Selon les gendarmes, la fusillade a duré environ 2 minutes. Le tireur a fait preuve de beaucoup de précision. On sait que 21 coups de feu ont été tirés. 17 projectiles ont été retrouvés dans les corps des 4 victimes. Et surtout, il n'y a aucun impact de balle sur la carrosserie de la voiture. Ça laisse supposer que le tireur était une personne expérimentée. Nous avons très certainement affaire à une personne qui a du sang-froid, qui a de la rigueur, une froideur affective et surtout une certaine méthodologie également. Grâce au témoignage des petites filles, on en sait désormais un peu plus sur ce qui s'est passé un peu avant la tuerie. On découvre notamment que Saad Alili s'est arrêté spontanément sur ce parking sans rien remarquer d'étrange ou de suspect. Oui, c'est sûr. Dans le cas contraire, il ne serait pas descendu de sa voiture en compagnie de sa fille aînée. On peut imaginer, au vu de la configuration des lieux, qu'il s'est garé ici et qu'il est descendu de la voiture, consulter ce panneau à destination des touristes. C'est à peu près à ce moment-là que Sylvain Mollier est arrivé, a posé son vélo de l'autre côté de la route et a traversé en direction du parking. Peut-être parce que Saad Alili lui a posé une question, lui a demandé un renseignement quelconque sur un itinéraire. Quelques secondes plus tard, le tueur a surgi et il a fait feu sur les personnes situées à l'extérieur du véhicule. Si on ne peut pas déterminer précisément dans quel ordre, on sait qu'il a tiré sur Sylvain Mollier, sur la petite Zainab et vraisemblablement sur Saad Alili. Oui, ce qui est sûr, c'est que le cycliste et l'enfant ont été blessés dans cette première phase de la tuerie. En ce qui concerne Saad Alili, on peut le supposer. Ce qui est certain, c'est qu'il était tellement paniqué qu'il est remonté dans sa voiture pour tenter de fuir en laissant sa petite fille sur le parking. Est-ce que vous pensez, Jean-Marc, que le tueur a continué à tirer sur Saad Alili pendant qu'il effectuait sa marche arrière désespérée? C'est difficile à dire. Il a peut-être tiré 1 ou 2 balles en direction de la voiture, mais on n'a retrouvé aucun impact sur la carrosserie. Tout ça a été très vite. Ce que l'on sait, c'est qu'il est venu abattre les occupants du break alors que celui-ci était déjà bloqué par le talus. C'est la deuxième phase de la tuerie. 3 malheureuses victimes sont exécutées à bout portant. Elles sont coincées dans l'habitacle de leur voiture qui devient alors leur cercueil. Et c'est ensuite dans une troisième phase que le tueur achève Sylvain Mollier et frappe violemment à la tête la petite Zainab. Pourquoi, selon vous, n'a-t-elle pas subi le même sort que les autres victimes? Je pense qu'il a choisi de la frapper avec son arme, soit parce que celle-ci s'était enrayée, soit parce qu'il n'avait plus de munitions. En tout cas, je crois qu'il avait bel et bien l'intention de tuer cet enfant.
Si les gendarmes ont reconstitué en grande partie le scénario des faits, ils ne savent toujours pas à quel moment le tueur est arrivé sur la scène de crime. Suivait-il ses victimes ou attendait-il caché au-dessus du parking? Les enquêteurs se lancent alors à la recherche de témoins. Ils recensent tous les véhicules ayant été vus le jour du meurtre à proximité de la scène de crime. Tous ont été identifiés et leurs conducteurs mis hors de cause. Tous, sauf deux, un 4x4 et une moto. Ces deux véhicules sont activement recherchés par les gendarmes, car ils ont été vus près de la scène de crime, avant et juste après la tuerie. Il s'agit tout d'abord d'un 4x4 de couleur sombre. Sans doute un 4x4 BMW X5 ou X3. Le 4x4 de couleur sombre a été vu sur la Combe d'Ir, donc à peu près au premier tiers de la Combe d'Ir, par un agent de l'ONF qui quittait son travail et qui redescendait en aval de la Combe. L'agent de l'Office national des forêts a croisé ce 4x4 qui montait. Il ajoute que le véhicule semblait neuf et avait, comme les voitures anglaises, le volant à droite. Il précise que le conducteur avait la peau sombre et était presque chauve. L'autre véhicule suspect est une moto. Son pilote a été vu par deux témoins entre 15h25 et 15h30, c'est-à-dire juste avant la tuerie. Il a été intercepté un peu plus haut, au-delà du parking du Martinet, sur une piste extrêmement difficile à pratiquer, par deux agents de l'ONF qui, eux, rentraient du travail et ont conseillé à ce motard qu'il n'avait rien à faire là, puisque ce massif est interdit à tout véhicule à moteur qui n'y est pas autorisé. Les deux agents de l'ONF ont perdu de vue le motard à hauteur du parking du Martinet. William Brett Martin, le cycliste qui a découvert les corps, a également croisé ce motard 300 mètres avant d'arriver sur le parking. À ce moment-là, la tuerie avait forcément eu lieu. Le motard venait probablement de traverser la scène de crime. Ces deux véhicules ont-ils joué un rôle dans la tuerie? C'est l'une des hypothèses des enquêteurs. Ces deux véhicules se retrouvent assez proches de la scène de crime, tant en termes d'espace qu'en termes de temps, et donc forcément sont intéressants pour nous. Les deux véhicules pouvant bien sûr être en lien et constituer des éléments d'une embuscade. Grâce au témoignage de l'un des gardes forestiers, les gendarmes ont dressé le portrait robot du motard. Cette personne qui pilote cette moto a forcément vu quelque chose. Ou bien c'est un témoin intéressant, ou bien ça peut être l'auteur des assassinats. Le portrait robot a été rendu public après un an d'enquête, en novembre 2013. Les gendarmes se sont surtout intéressés au casque, car il s'agit d'un modèle assez rare. Plus qu'un motard, les gendarmes cherchent un casque. Les gendarmes ont mis en place d'ailleurs une veille internet pour surveiller toutes les ventes ou les reventes de ce type de casque. Toutes les filières de commercialisation de ce casque ont été surveillées. C'est un casque très particulier, vendu en petite série, très singulier. Voici le modèle du casque que portait le motard croisé près de la scène de crime, peu de temps avant et après les meurtres. Il s'agit d'un casque intégral de la marque française GPA de type ISR. Il a pour particularité d'avoir une ouverture latérale au niveau de la mentonnière. Selon les témoins, le casque du motard était noir ou de couleur sombre. Il n'a été fabriqué qu'à 8000 exemplaires dans ses coloris. Depuis que le portrait robot a été rendu public, les gendarmes ont reçu de nombreux témoignages qui sont toujours en cours de vérification. Ils continuent dans le même temps d'investiguer sur une piste découverte dans les heures qui ont suivi les meurtres. Le lendemain de la tuerie, la police britannique du comté de Surrey a appris par le témoignage spontané d'un proche des victimes que Saad Alili était en conflit ouvert avec son frère aîné, Zaïd Alili. Je me suis souvenu que Saad avait un différend financier avec son frère. J'ai donc appelé la police pour dire que j'avais quelques informations. On apprendra par d'autres témoignages également qu'il existait un conflit relativement violent entre les deux frères qui tournait autour du traitement, du règlement de la succession de Kadem, leur père décédé en août 2011. L'héritage paternel de Saad et Zaïd Alili est composé d'un patrimoine conséquent, réparti dans plusieurs pays. En Angleterre, 2 appartements et la maison de Claygate, dans laquelle vivaient Saad et sa famille.
En Espagne, un appartement dans lequel Kadem, le père, a vécu jusqu'à la fin de sa vie. En Suisse, un compte en banque créditeur de 850 000 €. Et enfin, en Irak, une maison dans le centre de Bagdad et plusieurs usines. On sait grosso modo que l'héritage de Kadem Halili est de l'ordre de quelques millions d'euros, 3, 4, 5, c'est difficile à estimer. On n'est pas non plus sur des fortunes colossales. On sait en même temps que des gens sont capables de tuer pour beaucoup, beaucoup moins que cela. Les relations conflictuelles entre Zaïd et Saad apparaissent comme un mobile évident dans le cadre de cette affaire. Le lendemain du meurtre de Saad et de sa famille, Zaïd, le frère aîné, se présente spontanément dans un commissariat de police de la banlieue de Londres. Cet homme, âgé de 54 ans, comptable dans un golfe de l'Ouest londonien, est interrogé à plusieurs reprises par les enquêteurs anglais. Il affirme qu'il n'y a aucun différend avec son frère, rien qui les séparait, rien qui les divisait. Pourtant, les proches de Saad et Iqbal Halili affirment le contraire. Selon eux, Saad avait découvert en 2010 que son frère avait tenté de le spolier. Il pensait que son frère avait modifié le testament de leur père. Zaïd avait truqué ces documents pour s'accaparer à son seul intérêt l'héritage familial. James Matthews nous a transmis le contenu des discussions sur Internet qu'il a eues avec son ami Saad Halili. Voici ce que celui-ci écrivait à propos de son frère aîné. Il a fait un testament pour mon père sans m'en parler. Il lui a fait signer un document vierge. Je n'étais mentionné nulle part. C'est une véritable fraude. Comment peut-il être mon frère ? Il a voulu remettre bon ordre dans la succession. Il a demandé à ce que tout soit suspendu en attendant des vérifications. À la suite de cette découverte, Saad a obtenu de son père un partage égal de l'héritage. Mais lorsque Kadem Halili meurt en août 2011, le Nouveau Testament n'a pas encore été enregistré par un notaire. Les relations entre les deux frères continuent à se dégrader, car Saad a également découvert une tentative frauduleuse de retrait d'argent sur le compte en banque suisse de son père. Zaïd Halili a en effet tenté d'obtenir une carte de crédit au nom de Kadem, en imitant sa signature. Mais cette démarche a échoué. La banque n'a pas donné suite et il n'a pas pu retirer de l'argent. Mais en revanche, la banque a prévenu Saad qu'il avait tenté de détourner de l'argent de ce compte. Il était en colère. Je lui ai demandé si son frère avait des dettes. Il m'a répondu « Non, c'est juste un homme cupide ». La rupture entre les deux frères devient alors inévitable. On est face à deux frères totalement clivés, totalement opposés et qui sont prêts à en venir aux mains. D'ailleurs, ils en sont venus aux mains pour se partager l'héritage de leur père Kadim. Le 27 octobre 2011, les deux frères se disputent violemment dans la maison de Claygate. Saad Halili appelle la police pour faire sortir Zaïd de chez lui. Après cette altercation, les deux frères ne se parlent plus. Julian Stedman était le comptable de Saad Halili. C'est moi qui lui ai conseillé de prendre un avocat quand il m'a demandé ce qu'il devait faire au sujet du testament. Parce que moi, sur ce point, je ne pouvais pas l'aider. Saad et Zaïd Halili consultent une avocate pour tenter une médiation. Mais aucun accord n'est trouvé. La question de la succession devient alors une obsession pour Saad Halili, qui ne cache plus que son frère lui fait peur. La maison de Claygate, lorsqu'elle a été perquisitionnée, montrait bien que les serrures avaient été changées, que nous avions un système de vidéoprotection, vidéosurveillance qui était là pour rassurer Saad quant à une intrusion de son frère dans le domicile. Lors de la perquisition de la caravane de la famille Halili au camping de Saint-Joriot, les gendarmes trouvent du matériel informatique, des documents et des enregistrements audio, tous en lien avec l'héritage. Même en vacances, Saad restait obsédé par le conflit qui l'opposait à son frère. Finalement, on se rend compte que Saad Halili était quelqu'un qui enregistrait toute sa vie ses conversations téléphoniques. Chacun des documents ont été scannés et enregistrés dans ses ordinateurs. Il y avait une sorte de paranoïa, notamment par rapport à cette question d'héritage. Saad ne pensait plus qu'à ça. Vous pensez bien que quand on part en vacances avec sa famille, on part rarement avec tout son arsenal informatique, ses ordinateurs portables, ses disques durs, avec une redondance des sauvegardes, une mise en sécurité pour être sûr de ne pas perdre tous ces documents. En étudiant les relevés téléphoniques du portable de Saad Halili,
Les enquêteurs découvrent qu'il passait beaucoup de temps à essayer de résoudre ses problèmes d'héritage depuis la France. C'est vrai que Saad Halili, qui était venu en France dans les Alpes pour se changer les idées, passe énormément de coups de fil vers l'Espagne et vers la Suisse. Tous ont un seul objectif, régler la succession de son père et interdire à son frère aîné, Zaïd, d'avoir accès au compte bancaire de la famille en Suisse. Le conflit entre les deux frères ne fait donc plus aucun doute pour les enquêteurs. Interrogé par les policiers britanniques sur son emploi du temps du 5 septembre 2012, Zaïd Halili explique qu'il était ce jour-là en congé pour se rendre dans une ville du sud de l'Angleterre. Son alibi est corroboré par une amie qui était avec lui. À l'issue de ses premières auditions, Zaïd Halili ressort libre du commissariat. Quelques jours plus tard, le laboratoire chargé d'analyser les éléments prélevés sur la scène de crime rend ses conclusions. Les experts ont découvert le modèle exact de l'arme du crime et c'est une vraie surprise. Depuis le début de l'enquête, les gendarmes savent que c'est une arme de poing qui a tué à Chevaline, car seul un pistolet peut être doté d'un calibre 7,65. Mais c'est l'expertise en laboratoire des débris de matière composite prélevés sur la scène de crime qui a permis d'identifier le modèle exact de l'arme du crime. Ces débris sont en réalité des morceaux de plaquettes de crosse. Les experts ont établi qu'il s'agit d'une plaquette de crosse provenant d'un pistolet semi-automatique suisse, le Luger Parabellum 0629. Une arme très particulière qui a été fabriquée dans une manufacture à Berne, en Suisse, uniquement pour les officiers de l'infanterie helvétique. Le Luger P0629 a été fabriqué à près de 30 000 exemplaires entre 1929 et 1947. C'est aujourd'hui une arme de collection. Michel Malherbe est expert en armes. Il est très surpris de l'utilisation de ce pistolet. J'ai fait plus de 500 expertises. Entre 500 expertises, j'ai vu passer 3 Luger, mais jamais un dans les affaires criminelles en plus. C'est toujours des détentions illégales, des choses comme ça. À ce jour, en tout cas depuis les années 80, nous n'avons recensé aucun homicide avec des P06. Le Luger P0629 est une arme qui, à faible distance, comme c'était le cas à Chevaline, peut être redoutable. Le P06 était une arme qui était réputée, tout du moins à l'époque, une arme fiable et facilement maniable. Pourtant, ce Luger a un point faible. Le pistolet s'enraye facilement à cause de sa culasse articulée en genouillère. C'est d'une fragilité absolue. Parce que si vous utilisez une munition qui n'est pas tout à fait ad hoc, pas assez chargée, la culasse ne reviendra pas suffisamment en arrière, il y a enrayage. Trop chargée, elle reviendra trop vite, mais en plus, il y a risque d'explosion. La rupture, elle intervient toujours à ce niveau-là. Et c'est fréquent, la rupture des genouillères de Parabellum est très fréquente. C'est une arme ancienne qui a quasiment un siècle de conception. On peut dire que c'est une pétoire. Autre inconvénient du Luger P06, sa faible capacité de chargement. Un chargeur contient 8 cartouches. 21 étuis ont été retrouvés sur le parking du Martinet. Conclusion, le tueur a utilisé au moins 3 chargeurs pendant la fusillade. Et à chaque rechargement, il a dû réarmer la culasse. Cette opération lui a forcément fait perdre du temps. C'est pas une arme rapide d'utilisation. Alors que vous prenez un pistolet automatique ultra moderne, vous mettez le chargeur dedans, déjà vous avez entre 13 et 15 cartouches, mais en plus l'utilisation est immédiate. Vous éjectez votre chargeur, vous remettez l'autre, bing bing, 15 cartouches de nouveau. C'est pour ça que c'est pas l'arme de tueur professionnel. Les enquêteurs ont tenté de remonter jusqu'au propriétaire de l'arme. En France, le Luger P06 est classé comme une arme de guerre. Sa détention est soumise à une autorisation très stricte, délivrée par les préfectures. Pourtant, ces armes sont rarement déclarées. En Savoie et Haute-Savoie, les gendarmes n'en ont recensé que 4. Mais ils savent que de nombreux particuliers en détiennent clandestinement dans cette région proche de la Suisse. C'est une arme difficilement traçable, voire impossible à tracer. D'autant plus que jusqu'en 2008,
la Suisse était le paradis de la revente des armes. Il n'y avait aucune législation imposant la déclaration de la revente d'une arme. Donc on est effectivement face à une arme intraçable aujourd'hui. Les gendarmes ont également tenté de remonter jusqu'à l'acheteur des cartouches de calibre 7,65 Parabellum. Ils ont réussi à identifier le lot de fabrication, mais cela représente plusieurs milliers de boîtes de cartouches. C'est un travail de fourmi qui n'est pas encore terminé, qui peut-être portera ses fruits un jour, mais qui pour l'instant n'a pas permis de remonter la trace ni de l'arme, ni des balles, et donc pas du tueur. Les résultats de l'expertise balistique révèlent que le tueur de Chevaline s'est servi d'une arme ancienne qui est devenue une arme de collection. Ça ne colle pas vraiment avec le profil du tireur que les enquêteurs commençaient à dessiner. Oui, et ça c'est un des grands mystères de cette affaire. On sait que le tueur a tiré à 21 reprises et que 17 de ces tirs ont atteint les victimes qui chacune a reçu une ou plusieurs balles dans la tête. Ces meurtres sont de véritables exécutions. Ce mode opératoire pourrait bien sûr faire penser à un crime commandité. Mais Arnaud, je ne comprends pas pourquoi un tueur rémunéré aurait choisi un Luger P06. Est-ce que ce ne serait pas une façon pour un tueur professionnel de brouiller les pistes? Je ne sais pas ce que c'est qu'un tueur professionnel, Arnaud. Les tueurs professionnels, ça n'existe que dans l'imagination des romanciers, des scénaristes de cinéma et de télévision. Personne ne peut gagner sa vie en enchaînant les contrats de meurtre. Il n'y a pas assez de clientèle, bien heureusement. Si on doit qualifier le profil de ce tueur, je parlerais plutôt d'un tireur très expérimenté. Mais un tireur très expérimenté n'aurait pas pris le risque d'utiliser une arme aussi peu fiable. Le seul intérêt que j'y vois, c'est que le P06 Luger est une arme quasiment intraçable. On sait que le Luger P06 a une faible capacité de chargement, donc que le tueur avait plusieurs chargeurs sur lui. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il avait prévu d'abattre de nombreuses victimes? Il avait tout prévu pour pouvoir faire un carnage. S'il avait eu pour seule intention de tuer Sylvain Mollier, il serait venu avec beaucoup moins de munitions. Pour moi, c'est un élément de plus qui fragilise la thèse selon laquelle le cycliste français était l'unique cible du tueur. Dans leur volonté d'explorer toutes les pistes, les gendarmes de la section de recherche de Chambéry ont aussi envisagé qu'il n'y avait aucun lien entre le tueur et ses victimes, qu'il n'y avait donc ni victime principale ni victime collatérale. Cette idée ouvre la piste d'un tueur local, un individu vivant dans la région, isolé et psychologiquement déséquilibré. Les enquêteurs ont contacté les hôpitaux psychiatriques de la région. Ils ont également interrogé les établissements suisses. Mais ces investigations n'ont rien donné, ce qui n'étonne pas l'expert psychiatre Gérard Lopez. Le tueur fou est un tueur désorganisé, qui laisse des traces, qui ne se cache pas, qui souvent reste hébété sur la scène du crime. Ce n'est pas quelqu'un qui, comme ce monsieur, va faire une horreur et ne laisser aucune trace et disparaître. Ce n'est pas un tueur fou. L'hypothèse me paraît très faible statistique. Les gendarmes ont donc élargi leurs recherches et envisagé d'autres profils. On peut balayer un spectre qui peut aller du bon père de famille qui aurait fait un burn-out et qui serait détenteur d'une telle arme. Ça peut aller vers un chasseur, ça peut aller vers un tireur sportif, ça peut aller vers un ancien professionnel des armes, comme un ancien militaire, un ancien gendarme, un ancien policier. On peut absolument tout imaginer. Dans cette hypothèse, le tueur n'aurait aucun lien avec ses victimes, qu'il aurait croisées par hasard et tuées gratuitement. Cela voudrait dire que et Sylvain Mollier et la famille Alili se seraient tous retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est un cas de figure qui est absolument terrifiant pour un enquêteur, puisque nous avons quelqu'un qui peut-être n'est jamais sorti du bois auparavant et qui n'en ressortira plus jamais. D'après l'expert psychiatre, le tueur de Chevaline pourrait alors être un psychopathe. Un psychopathe, c'est quelqu'un qui vit bien dans la réalité et qui a une personnalité particulière, qui s'est souvent édifié sur des difficultés dans l'enfance et qui font des gens extrêmement déterminés, extrêmement froids, qui ne se sentent jamais coupables, qui pensent que toujours les choses viennent de la faute des autres. C'est vraiment un personnage qui n'est pas fou, mais qui est d'une froideur totale et d'un sang-froid surprenant. Les enquêteurs ont orienté leurs recherches vers les chasseurs et les tireurs sportifs.
Tous les présidents de clubs de tir locaux ont été contactés. C'est le cas de Béatrice Bibloc, présidente du comité de tir sportif de Haute-Savoie. À ma connaissance, non, il n'y a pas de président de club qui a signalé un profil atypique, dangereux, violent. Les gendarmes ont aussi envisagé que le tueur puisse être un ancien militaire. Les anciens militaires qui auraient pu voir leur contrat rompu pour des raisons liées à un problème de comportement ont été également identifiés. On a même envisagé la piste d'un ancien militaire qui aurait pu être victime des stress post-traumatiques de retour d'un théâtre d'opération extérieur. Plusieurs dizaines d'anciens militaires ont été entendus, en vain. Après avoir ciblé des profils de suspects, les gendarmes ont croisé leurs données avec les propriétaires de 4x4 et de motos, sans plus de succès. Jean-Marc, est-ce que vous pensez qu'il est crédible d'imaginer qu'un homme se soit caché dans les bois autour du parking du Martinet comme un chasseur attend ses proies? Ce quadruple meurtre serait alors à classer dans ceux que l'on qualifie maintenant de meurtres sans mobile spécifique. Il s'agit la plupart du temps d'homicides commis dans des lieux publics et visant plusieurs personnes. Et cette hypothèse d'enquête dans cette affaire, dans la tuerie de Chevaline, ne me paraît pas du tout inintéressante. Qu'est-ce qui concrètement vous fait dire ça? Il y a deux éléments. D'une part, la nature et la provenance géographique de l'arme font bien évidemment penser à une piste locale. On aurait affaire à un homme connaissant bien la région, sachant tirer, aimant les armes, et qui, pour une raison qu'on ignore, aurait décidé ce jour-là de commettre l'irréparable, l'impensable. D'autre part, il y a dans le déroulement de cette tuerie une séquence qui trahit un certain amateurisme. Le tueur ne parvient pas à empêcher Saad Halili de remonter dans sa voiture. Celui-ci aurait très bien pu réussir à s'enfuir si sa voiture n'avait pas buté dans le talus. Si on réfléchit bien, il y a aussi un élément qui pourrait faire penser que l'auteur avait choisi ses victimes au hasard, qu'il ne les connaissait pas. C'est le fait qu'il y ait une survivante de ce massacre cachée dans la voiture. Effectivement. S'il s'était agi d'un crime bien organisé, bien préparé, le tueur aurait eu une connaissance exacte de la composition de la famille. Il aurait sans doute cherché à tuer Zina, comme il l'a fait pour sa sœur aînée Zainab. Aujourd'hui, la piste du tueur local est dans une impasse. Les gendarmes tentent de recueillir des témoignages inédits. Ils poursuivent leurs investigations et se penchent à nouveau sur la vie des victimes. Ils s'interrogent tout particulièrement sur l'univers professionnel de Saad Halili. Nous voici sur le campus universitaire de Guildford, dans le comté de Surrey, au sud de l'Angleterre. Saad Halili travaillait ici comme designer industriel depuis 3 ans, au siège de Surrey Satellite Technology Limited, SSTL, une entreprise filiale d'Astrium, spécialisée dans la fabrication de microsatellites. SSTL, c'est une petite entreprise, certes de haute technologie, qui met au point des microsatellites de surveillance, mais de surveillance agricole, par exemple. Ce sont des satellites qui sont destinés à surveiller l'évolution de telle ou telle culture, du blé, de l'orge, pour évaluer les quantités, la qualité. Saad Halili était affecté à une structure interne de SSTL, DMC Imaging, qui concevait des satellites spécialisés dans la cartographie de grande précision. Des satellites vendus à des États étrangers comme la Chine ou la Russie. Il avait l'habitude de plaisanter en disant qu'il fabriquait des missiles pour les Russes, ou bien des fusées. Mais en fait, c'était un spécialiste en modélisation 3D. Et il travaillait seulement sur des toutes petites parties de projets plus importants. Pour autant que je sache, il ne travaillait pas sur des dossiers sensibles. Il n'y avait rien de secret, sauf sur le plan commercial. Donc évidemment, il n'en parlait pas à tout le monde. Saad Halili, qui était reconnu pour ses talents d'ingénieur, ne travaillait pas sur des projets liés au secret militaire. Du fait notamment de ses origines irakiennes, Saad n'aurait pas eu accès aux projets les plus sensibles. Saad Halili n'avait aucune habilitation au secret militaire, à l'habilitation défense. Il n'avait jamais
été abordé par les services de renseignement britanniques et n'avait jamais rempli le document dit du secret. Donc il n'avait aucune activité liée aux militaires en Grande-Bretagne. Pourtant, les enquêteurs sont intrigués par la quantité de données qu'ils ont retrouvées chez Saad al-Hili. Au total, 12 téraoctets d'informations très techniques, dont une bonne partie qu'il n'aurait pas dû détenir. Si on s'intéresse à cette piste, c'est bien sûr parce qu'il y a des données qu'il n'aurait peut-être pas dû avoir. On peut éventuellement penser à une piste d'intelligence économique. Saad al-Hili transmettait-il ces informations à la concurrence? Ou s'était-il tout simplement constitué une base de données personnelle? Les premières investigations démontraient que les données qu'il détenait n'avaient apparemment aucune valeur commerciale. Pour André Tara, spécialiste en intelligence économique et ancien agent de la DST, une information isolée, apparemment sans valeur, peut tout de même se révéler intéressante. Monsieur al-Hili pouvait être lui-même susceptible de disposer, le cas échéant, d'informations qui pour lui n'avaient pas d'importance, pour lui ou pour ses proches, mais mises en perspective avec d'autres informations qu'on peut trouver dans un autre pays, qu'on peut trouver dans une autre société, qu'on peut trouver chez des concurrents, là peut avoir de l'importance. Pourtant, le mode opératoire de la tuerie de Chevaline pose question. Une opération liée à de l'espionnage industriel aurait-elle été aussi meurtrière? Le tireur s'en serait-il pris à une famille entière? L'expert a des doutes. On n'a pas d'exemple aussi étonnant, aussi extraordinaire en matière d'espionnage industriel. Alors, on n'en a pas. Il est certain que si on va du côté de l'espionnage classique, qui est celui des États, il peut y avoir des suicides étonnants, des exécutions, mais qui se font toujours, d'une façon générale, dans la plus grande discrétion. Lorsque ça n'est pas discret, c'est que ça a été raté. Cette piste de l'espionnage industriel est néanmoins envisagée sérieusement par les enquêteurs. Elle a été évoquée pour la première fois par le procureur de la République d'Annecy en septembre 2013, lors de sa conférence de presse. Pour lui, l'implication d'un État étranger ne peut pas être exclue. Qui dit État étranger, qui dit espionnage industriel, peut aussi, pourquoi pas, impliquer l'intervention de services secrets. Nous n'en savons rien. C'est un pan de l'enquête extrêmement complexe qui va demander énormément de temps, qui n'aboutira peut-être pas, mais l'enquête est loin d'être close sur ce sujet-là. Aujourd'hui, la piste de l'espionnage industriel est toujours en cours de vérification. Les mois passent et les investigations se poursuivent entre la Savoie et l'Angleterre. Mais depuis la découverte du conflit opposant Saad al-Hili à son frère, les gendarmes ont le sentiment que l'obsession de la victime pour son héritage est au centre de l'affaire. Ils décident de s'intéresser plus précisément aux biens dont ils devaient hériter. Les enquêteurs se tournent alors vers l'Irak pour établir le montant et l'histoire de la succession. C'est à Bagdad, à 4000 km de Londres, que l'héritage de la famille al-Hili trouve ses racines. Kadem, le père de Saad al-Hili, a bâti sa fortune en Irak dans les années 60, avant d'émigrer. Après avoir quitté le pays en 1971, il a continué à gérer ses affaires irakiennes jusque dans les années 80. La famille al-Hili n'avait pas tout vendu et a gardé une partie de ses biens. Et il y avait là aussi une réelle obsession de Saad de récupérer tous les biens familiaux en Irak. Est-ce que cela a dérangé quelqu'un? C'est ce que nous recherchons. Au cœur du patrimoine irakien des al-Hili, une vaste maison située dans le quartier huppé d'Al-Adamiya, dans le centre de Bagdad, non loin de la zone verte ultra sécurisée de la capitale irakienne. Le père de Saad et Zaïd al-Hili possédait également des usines dont personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Ont-elles été vendues? Qui les exploite? Qui est à la tête de ces entreprises? On n'en sait strictement rien. En 2004, un an après la chute de Saddam Hussein, Saad al-Hili est retourné en Irak. Il voulait récupérer les biens laissés par son père. Il a effectué ce voyage sans son frère, qui n'a pas souhaité l'accompagner. Mais ce retour au pays s'est mal passé. Quand il est retourné en Irak, il y a eu une bagarre et il a été sérieusement amoché. Et il m'a dit que la maison était squattée. Saad al-Hili n'a finalement pas pu récupérer la maison familiale, qui en 2008 était tout de même estimée à près de 400 000 €. À l'époque, le pays était plongé dans une guerre civile, ce qui a compliqué ses démarches.
comme nous l'explique Myriam Benrad, politologue, spécialiste de l'Irak. Après 2003, il y a eu un certain nombre de destructions, donc d'archives, de titres de propriété, de documents qui auraient pu aider Saad dans sa démarche, qui ont été détruits ou qui ont tout simplement disparu. Donc ça complique encore la tâche. Et puis, j'irai plus loin, l'Irak à l'époque, lorsqu'il y retourne au début de la guerre, est dans un tel état de violence que ce n'est pas la priorité des Irakiens, ce n'est pas la priorité des autorités irakiennes. Il est également difficile de déterminer qui habitait la maison. Alors, est-ce que la maison est occupée par une famille ? Est-ce que la maison est occupée par l'insurrection, par les groupes et les milices armées ? C'est aussi une hypothèse puisque ça a été le cas d'un certain nombre de maisons pendant la guerre. Est-ce que ce sont les autorités américaines ou irakiennes qui décident de l'investir ? C'est très difficile de le savoir. La tentative de Saad al-Lili de récupérer le patrimoine familial a-t-elle dérangé certaines personnes ? Un Irakien aurait-il pu commanditer les meurtres de Chevaline ? Il paraît effectivement assez inconcevable qu'on puisse d'Irak organiser une embuscade dans la Combe-Dir pour tuer toute une famille. Oui, mais il peut y avoir différents relais dans différents pays, notamment en Europe. En novembre 2012, le juge d'instruction français a délivré une commission rogatoire internationale à l'Irak. Dans ce document, le magistrat demande à la justice irakienne de mener certaines investigations dans le cadre de l'enquête sur la tuerie de Chevaline. La requête a bien été reçue, mais depuis plus d'un an, rien n'a été fait. Pour nous, il est important de nous y rendre, à minima que la commission rogatoire soit exécutée par la police irakienne, car le temps passe, et le temps qui passe est souvent en défaveur des investigations. On peut supposer qu'il y a aussi derrière le silence irakien une réticence politique à voir des enquêteurs occidentaux venir sur le territoire, mener cette enquête à un moment de l'histoire où les Irakiens, l'Irak a tendance effectivement à se refermer, et ce très clairement depuis l'occupation américaine. Aujourd'hui, la piste irakienne est au point mort. Seul le retour à la paix et à un État stable permettrait de faire avancer les investigations. Les gendarmes de la section de recherche de Chambéry ont encore de nombreuses questions à poser aux frères de Saad al-Lili. Mais cet homme, qui dément formellement être lié à la tuerie de Chevaline, vit en Angleterre, ce qui empêche les enquêteurs français de mener leurs investigations comme ils l'entendent. Ils savent qu'au moment des faits, Saad al-Lili était dans son pays. Il est donc certain qu'il n'a pas pu commettre personnellement les crimes. Il faut maintenant déterminer s'il ne les aurait pas commandités. 24 juin 2013, Chessington. À 6 h du matin, les policiers britanniques interpellent Saad al-Lili à son domicile. Il est arrêté car 3 jours auparavant, il ne s'était pas rendu à une convocation des gendarmes français. Nous pensions très sincèrement que Saad accepterait de venir à cette convocation. Parce qu'on estime que si on n'a rien à se reprocher, on peut répondre à un certain nombre de questions. Saad al-Lili est placé en garde à vue au commissariat de Guildford. Il est soupçonné, selon les termes juridiques anglais, de conspiration en vue de commettre un meurtre. Pour la première fois, les enquêteurs britanniques, en présence d'enquêteurs français, vont être autorisés à lui poser les questions qui leur brûlent les lèvres depuis 10 mois. Quelles étaient vos relations avec votre frère ? Aviez-vous des problèmes? Étiez-vous en conflit? Pourquoi auriez-vous voulu évincer votre frère de l'héritage familial? On imagine que ce sont ces questions-là que les enquêteurs ont voulu poser au frère aîné. Ce sont les policiers britanniques qui mènent l'interrogatoire. Les gendarmes français sont présents, mais ils ne peuvent pas intervenir directement. Les enquêteurs ont face à eux un homme peu bavard, dont la personnalité est à l'opposé de celle de son frère Saad al-Lili. Saad, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus discret, qui a connu beaucoup d'échecs professionnels. Il a une vie sentimentale difficile, chaotique. Il est le double négatif de son frère Saad. La seule chose qui va filtrer de ces interrogatoires de Saad al-Lili, c'est que ce dernier nie
absolument et farouchement tout lien avec le meurtre de son frère cadet. Zaïd ne nie pas le conflit qui existe entre les deux frères, mais aurait tendance à le minimiser. Après, à nous de faire la part des choses et de voir si c'est Saad qui avait une obsession qui n'était pas forcément légitime, ou alors savoir si Zaïd avait raison de minimiser ce conflit. Après 36 heures de garde à vue en présence d'un avocat, Zaïd Halili est libéré sous contrôle judiciaire. Il n'y a pas de charge retenue contre lui pour le moment. Et tant qu'il n'y a pas d'éléments supplémentaires, enfin en tout cas d'éléments matériels qui permettent de l'impliquer dans cette affaire, il n'y a pas de poursuites qui peuvent être engagées contre Zaïd Halili. Fin octobre 2013, 4 mois après sa garde à vue, Zaïd Halili contre-attaque en s'exprimant pour la première fois dans 2 médias britanniques, le Sunday Times et la BBC. Et il clame son innocence. Il n'y avait aucun problème entre nous. Enfin, moi je n'avais aucun problème avec Saad. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Car on sait qu'il y avait des problèmes, et même de sérieux problèmes entre vous. Non, pas vraiment. Saad avait des problèmes avec moi, mais moi aucun. Dans l'entourage de Saad Halili, certains doutent que Zaïd soit lié au meurtre de son frère. Zaïd n'est pas un homme violent. Je pense qu'il n'aurait même pas l'idée de s'en prendre à quelqu'un. Zaïd est toujours suspect et il sera très certainement réentendu. Aujourd'hui, Zaïd Halili est le seul suspect dans la tuerie de Chevaline. Mais aucun élément matériel n'a permis de le confondre. Une des hypothèses d'enquête est que Zaïd Halili aurait commandité le meurtre de son frère et de sa famille, ce qui supposerait donc qu'il connaissait la période et la destination des vacances de son frère, ou alors qu'il les fait suivre depuis l'Angleterre. Les deux frères ne se parlaient plus. Il est donc très peu vraisemblable que Zaïd ait été au courant des projets de vacances de son frère. Il reste donc la possibilité que la famille de Saad ait été suivie depuis son domicile de la banlieue de Londres jusqu'à son lieu de vacances au bord de ce lac d'Annecy. Cette filature, elle a pu être faite de 2 manières, soit d'une manière traditionnelle, physique, soit en géolocalisant le téléphone portable de Saad. Mais quelle que soit la méthode utilisée, une filature aussi longue, ça demande une vraie technicité, ça demande un peu de chance et ça demande surtout des moyens logistiques importants. Se pose également la question de l'organisation du guet-apens. On sait que la promenade en haut de la route de la Combe d'Hyères a été décidée au dernier moment. Comment, dans ce cas, concevoir que quelqu'un ait eu le temps de préparer une embuscade sur le parking du Martinet ? Avec les éléments recueillis au cours de cette enquête, je crois qu'on peut construire le scénario suivant. La famille de Saad Halili aurait été suivie par le véhicule BMW 4x4 qui a été vu sur la route de la Combe d'Hyères. Le conducteur de cette voiture aurait eu un complice avec lequel il aurait été en contact téléphonique. Ce complice serait très vraisemblablement le pilote de cette moto qui porte un casque assez particulier et dont le portrait robot a été diffusé dans la presse. Mais le problème, c'est que personne n'a vu ce motard monter la route de la Combe d'Hyères. La seule possibilité, c'est qu'il ait emprunté des chemins de traverse pour rejoindre le parking du Martinet. Dans votre scénario, si les complices étaient en liaison téléphonique, ils ont forcément activé une des bornes relais situées dans les environs de la scène de crime. Oui, mais les enquêteurs ont relevé, dans le laps de temps qui les intéresse, 4000 appels téléphoniques entrants et sortants. Or, on est dans une région touristique et un certain nombre de ces appels proviennent de téléphones dont les fournisseurs d'accès sont à l'étranger. Pour pouvoir identifier les titulaires de ces abonnements, le juge d'instruction a dû lancer des commissions rogatoires internationales. Ça prend du temps et, en ce qui me concerne, je doute que des tueurs capables de commettre un quadruple homicide, capables de faire une aussi longue filature, aient eu la naïveté d'utiliser des téléphones qui permettent de les identifier, de remonter jusqu'à eux. Alors, devant toutes les interrogations et les incohérences que soulève cette enquête, les gendarmes ont rebaptisé cette affaire l'affaire Yes But, l'affaire Oui Mais, car à chaque fois qu'ils explorent une piste qui leur semble crédible, il y a toujours un élément qui ne colle pas. Oui, à chaque fois qu'ils élaborent une hypothèse, ils se heurtent à des contradictions.
Et ils ne cessent de s'interroger sur le choix de l'arme, sur le lieu de la tuerie, sur l'organisation du guet-apens. En général, Arnaud, au départ d'une enquête criminelle, le champ des investigations est très large. Et puis, plus on avance dans cette enquête, plus ce champ se rétrécit, pour aboutir finalement à une piste privilégiée. Et là, on commence à se dire, ça sent bon, ça tient la route, même si on n'arrive pas à réunir les éléments suffisants pour conduire un suspect aux assises. Là, les gendarmes de la section de recherche de Chambéry sont devant de telles incohérences qu'ils ne peuvent rien exclure. Il y a ce besoin de réussir pour les fillettes. On se rappelle ces moments terribles où nous avons extrait la fillette du véhicule. Nous nous rappelons de Sylvain Mollier qui avait pris un congé de paternité pour s'occuper de son fils et qui malheureusement n'aura jamais connu son fils. Zainab et Zina, les deux rescapés de la tuerie, vivent aujourd'hui quelque part en Angleterre. Elles sont sous protection policière permanente. Et personne, parmi les amis de la famille Halili, n'a pu les revoir. Je serais heureux de savoir que les filles de mon ami grandissent en sécurité, dans le respect de ses valeurs, de ses espoirs, et en se souvenant de la belle vie qu'il a eue. Ceux qui ont fait ça ont brisé la vie de deux merveilleuses petites filles innocentes. Elles adoraient leurs parents, comme la plupart des enfants, et elles méritent que justice soit faite. J'espère vraiment que la police finira par arrêter ceux qui ont tué leur mère, leur père et leur grand-mère. Zainab, qui n'a pas pu décrire précisément le tueur, pourrait peut-être un jour donner davantage de détails aux enquêteurs. Un des espoirs des enquêteurs, c'est qu'un jour, Zainab, l'aînée des filles Halili, qui a vu le tireur, qui a été blessé par lui, puisse parler, puisse donner un élément intéressant, un élément déterminant. Il n'est pas exclu qu'un déblocage se fasse dans sa tête et qu'elle puisse donner des détails qu'elle n'a pas encore fournis aux enquêteurs. Quand une affaire criminelle n'est pas résolue dans l'année qui suit les faits, les enquêteurs comprennent qu'ils s'engagent dans des investigations qui peuvent être très longues. Les gendarmes de la section de recherche de Chambéry savent que leur travail et leur persévérance les mèneront un jour à la vérité. Cette vérité, ils la doivent à la famille de Sylvain Mollier, ils la doivent aussi aux deux petites filles miraculeusement rescapées de la tuerie. Zainab et Zina Halili ne pourront certainement jamais effacer de leur mémoire cet épisode terrifiant, mais elles auront une chance de pouvoir surmonter leur traumatisme lorsque le méchant, comme elles l'appellent, sera arrêté. Bonsoir.